Bienvenue sur Africa Matin dans l'édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la coalition C14 participera au local du 30 juin prochain, les premières depuis plus de 30 ans. Toutefois, l'opposition réclame un dialogue et des élections transparentes. 100 milliards de dollars, c'est ce que perd le continent chaque année à cause des flux financiers illicites, des flux comme le blanchiment d'argent et le trafic de drogue qui affectent le développement du continent. Et puis au Rwanda, l'entreprise Uburanga Product rencontre un véritable succès. Une marque lancée par un jeune entrepreneur. Elle propose une gamme de produits cosmétiques 100% naturels. Mais d'abord, au Mali, la composition du nouveau gouvernement a été annoncée ce 5 mai, un gouvernement de large ouverture formé après un accord politique signé le 2 mai. Sa principale mission sera de conduire un dialogue inclusif en 2 ans afin de permettre au pays de faire face aux défis sécuritaires, politiques et socio-économiques. Dans ce nouveau gouvernement figure Thiébile Dramé, président du Parena au ministère des Affaires étrangères, Malik Koulibaly, ancien ministre qui prend la tête du ministère de la Justice, ou encore Lelenta Awa Baba Aba, confirmé au ministère des Mines et du Pétrole. Au Togo, la coalition de l'opposition participera aux élections locales du 30 juin prochain. L'opposition, qui avait appelé les citoyens à ne pas se rendre aux urnes en décembre dernier, demande au gouvernement d'ouvrir les discussions avec la classe politique pour garantir des élections transparentes. Victoria Sedji. 30 ans après, les élections locales au Togo auront lieu le 30 juin 2019. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le fichier électoral sera révisé pendant 3 jours, du 16 au 18 mai 2019. Un délai jugé trop court par l'opposition togolaise qui pointe notamment du doigt le risque de fraude, mais aussi les défaillances du fichier électoral, même si elle compte prendre part à ces élections. Quoi qu'on dise, si l'opposition n'est pas allée aux élections en décembre 2018, c'est parce qu'il n'y avait pas eu une entente sur la question de la CENI. Au-delà de la parité qui avait pu être réglée à un moment donné, la neutralité de la 17e personnalité n'a pas pu trouver écho favorable dans les 2 camps, ce qui a amené l'opposition à boycotter. Plus de 3 millions d'électeurs devront élire 1527 conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. Pour des élections locales transparentes, les responsables du regroupement de l'opposition C14 demandent au gouvernement togolais d'ouvrir les discussions avec la classe politique. Même si la dernière révision date ou bien précédait les élections de décembre 2018, il était important aussi d'avoir en tête que depuis décembre 2018 à avril 2019, il y a de nouveaux Togolais qui sont devenus des majeurs et qui justement peuvent se faire enrôler pour prendre part à ces élections. La coalition de l'opposition togolaise a refusé de siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Les membres actuels de l'institution comptent néanmoins s'appuyer sur leurs expériences pour la bonne tenue de ces élections locales annoncées, mais également de la présidentielle en 2020. Après 2 jours de manifestations post-électorales au Bénin, les leaders politiques lancent des appels à la paix et au dialogue. Les actes de violence ont été condamnés ce vendredi lors de la conférence épiscopale du Bénin. Des violences survenues ce mercredi après l'annonce des résultats provisoires des législatives du 28 avril. Un sujet de la rédaction. Les appels à la paix et au dialogue se multiplient au lendemain des violences post-électorales intervenues à Cotonou. La situation du pays préoccupe les figures de proue de l'opinion publique. Vendredi, la conférence épiscopale du Bénin a condamné les violences enregistrées et convié les leaders politiques à renouer avec le dialogue afin de préserver la paix et l'unité nationale. Les évêques du Bénin expriment leur compassion et leur proximité spirituelle aux victimes des divers actes de violence perpétrés sur toute l'étendue du territoire national. Condamnent fermement les actes de violence et de vandalisme sous toutes leurs formes. Les forces de l'ordre ont pris d'assaut les encablures du domicile de l'ancien président Thomas Boni-Yayi dans la matinée du 1er mai 2019. Une situation qui a conduit à des émeutes. L'armée, venue en renfort à la police républicaine, a tiré à balles réelles sur les populations. Bilan, au moins 2 morts et des blessés. Un chiffre revu à la hausse par l'opposition qui parle de 7 morts. Talon préfère que coule à flot le sang béninois. Et ces mercenaires tirent à balles réelles sur notre peuple. Qu'ils fassent attention. Nous avons noté le nom de tous les tireurs parce que nous allons les punir pour les crimes qu'ils ont commis contre notre peuple. Le dispositif sécuritaire est renforcé aux alentours du domicile de l'ancien président Boni-Yayi.
Nonobstant sa conviction que le pays n'est pas en crise, le gouvernement béninois, à travers son ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, est allé prendre conseil chez le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Les flux financiers illicites font perdre 100 milliards de dollars par an au continent africain. Les flux concernent notamment le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou encore la contrefaçon, un fléau qui affecte le développement du continent. Viviane Baoken. La question des flux financiers illicites dans le secteur minier est aujourd'hui l'une des principales problématiques en matière de développement en Afrique. L'Afrique, qui dispose d'importantes ressources minérales, est en effet le continent le plus pauvre au monde. Un paradoxe qui s'explique en grande partie par l'exploitation et le détournement des revenus issus des industries extractives par les compagnies multinationales. Les pays ont des particularités étant donné que le régime fiscal est déterminé par plusieurs facteurs. Les investisseurs, eux, s'intéressent généralement à la qualité des ressources minières et d'autres éléments, notamment le marché, le transport, les infrastructures et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le régime fiscal doit être conçu de façon à favoriser les intérêts des pays et à attirer les investissements. Selon les experts, ce fléau pompe près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui date de 5 ans, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Le défi avec ces accords réside dans la propension des multinationales à solliciter des incitations fiscales au stade de l'exploration minière, mais en général est marché de dupes. Donc, ils sollicitent des incitations fiscales qui, très souvent, sont étendues au-delà de cette phase. Ils abusent donc de cette offre, entraînant des pertes pour le gouvernement. Ces flux financiers illicites en Afrique, évalués à plusieurs milliards de dollars, ont des répercussions négatives sur le développement de l'Afrique, notamment la dépendance économique vers l'aide extérieure et l'extrême pauvreté. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Ayoun a eu lieu les 3 et 4 mai au Maroc. L'objectif, mettre au point des techniques pour développer le potentiel agricole des zones désertiques, des cultures expérimentales qui pourraient assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de l'Ayoun au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud connu. Pourquoi ne pas le développer davantage? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit qui aujourd'hui ils sont en train de commercialiser. On est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récoltes liées à la salinité des sols, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration et il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant le millet il est en train de revenir mais juste pour les riches parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Ayoun vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. Au Rwanda, un entrepreneur a créé sa gamme de produits cosmétiques. Uburanga Products propose des produits à base de plantes médicinales pour la peau, une marque 100% naturelle, distribuée par 5000 distributeurs. Néné Claudé-Bessa et Victoria Sedji. Au Rwanda, le jeune Cephas Mishimiu Remy a créé son entreprise dénommée Uburanga. Il utilise les plantes médicinales aloe vera, capucine et gélules pour créer les ingrédients essentiels à sa gamme de cosmétiques.
Ces produits comprennent les lotions aux herbes, des savons, des shampoings et des désinfectants pour les mains. Nous appelons ces produits Uburanga ou beauté en anglais parce qu'ils sont fabriqués à partir de plantes qui peuvent protéger votre beauté et rester constante jusqu'à la mort. Nous nous assurons que les produits que nous fabriquons sont destinés en particulier à l'Afrique et qu'ils sont naturels. Les produits Uburanga Made in Rwanda gardent la police et protègent les utilisateurs contre les bactéries et autres maladies de la peau. Certaines des herbes et des plantes utilisées à Uburanga sont cultivées dans le jardin botanique, tandis que d'autres proviennent de la communauté locale. Les herbes et les plantes sont séchées, broyées et mélangées à diverses substances, dont l'huile et l'eau, pour créer du savon, des gels antibactériens ou même du shampoing. J'ai commencé à utiliser les produits Uburanga parce que je souffrais d'acné terrible et que je me sentais mal à l'aise. En 2012, Cephas m'a offert un savon à utiliser comme essai et tout le monde riait quand il me voyait l'utiliser. Après cela, j'ai commencé à utiliser la lotion de sa gamme de produits que j'ai également utilisée pour ma fille qui souffrait d'une infection de la teigne sur son cuir chevelu. L'entreprise qui emploie 20 personnes espère élargir sa gamme de produits pour inclure les dentifrices et les produits capillaires. Actuellement, Uburanga utilise près de 5000 distributeurs dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La suite continue sur Africa 24.